Alors, je vais donc cliquer sur la présentation de Philippe. Je commencerai cette présentation puisque c'est une présentation commune sur l'étude de BIRA. L'étude de BIRA, en fait, alors je déclare évidemment pas de conflit d'intérêt. L'étude BIRA, c'est l'évaluation de l'effet des interventions d'étartrage et bain de bouche dentifrice pour réduire la charge bactérielle buccale sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une étude qui a été dirigée. L'idée a été de Philippe Bouchard et puis de Xavier Mariette. Et la SFPIO en fait a participé à l'élaboration de cette étude et surtout à la gestion du réseau des libéraux. On était, je crois, les premiers à faire une étude clinique de cette ampleur en France dans les cabinets. La Société française de parodontologie et d'implantologie orale s'est beaucoup investie en termes de temps et en termes d'argent. Vous voyez qu'au niveau du financement, ça a été le premier problème, c'est-à-dire qui paye. Donc là, c'était la Société française de paro et d'implantologie orale et Pfizer qui nous ont permis en fait d'acheter les bains de bouche, de rétribuer un tout petit peu les chirurgiens dentistes, 50 € par patient. On ne peut pas dire qu'ils gagnaient leur vie avec ça, mais c'était faire un geste déjà. Acheter les sondes graduées, les cahiers de recueil, la logistique, les envois, le secrétariat, l'analyse et la gestion des données. Puis GABA nous a aidé aussi sur les dentifrices et les brosses à dents. Donc là, on est quasiment moitié-moitié entre la Société française de paro et Pfizer. Donc ça, c'était important aussi, puisque ça a permis de réaliser cette étude. Sans ça, on n'aurait jamais pu le faire. Parce que les suivis des inclusions ont été assez longs, comme vous le voyez sur cette slide. Les premières inclusions étaient en 2012 et on a fini en 2013 avec 3 rendez-vous, M0, M6 et M12, pour chaque praticien. Alors, l'intérêt d'un réseau, effectivement, c'est de trouver les praticiens. Et là, c'est grâce à la Société française de parodontologie et d'implantologie orale qu'on a pu en fait contacter nos amis dans différentes villes. On a donc eu 34 chirurgiens dentistes qui se sont investis vraiment de manière importante dans ce projet. Il y a aussi des démarchages, puisque certains patients étaient dans des endroits un peu reculés, qui appartenaient à la cohorte espoir de la polyarthrite rhumatoïde, notamment dans la Nièvre. Il a fallu trouver un praticien qui était motivé en fait, pour suivre, s'adapter aussi aux besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ville, Nantes ou Paris ou ainsi de suite, et les patients vont forcément aller vers tel ou tel investigateur, mais on s'adapte aussi aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui étaient dans des zones très reculées, il fallait trouver un praticien qui veuille suivre cette étude. Et cette étude n'aurait jamais fonctionné sans la présence des praticiens que vous avez à l'écran ici. Donc vous voyez au niveau de l'histogramme des inclusions qu'on a une répartition relativement importante en France, puisqu'on a des centres, vous pouvez lire sur cette slide aussi, vraiment une très forte hétérogénéité. Donc encore une fois, c'est une chance en France qu'on puisse faire ce genre d'études. Je pense que c'est un impact fort à la fois pour les sociétés françaises de paro et d'implantologie, qui est une association en termes d'image, en termes de soutien à la recherche, mais aussi tout simplement pratiquement un gros avantage aussi pour la prise en charge de nos patients. Parce que depuis qu'on a fait cette étude sur la polyarthrite rhumatoïde, on a tout un réseau qui revient derrière aussi et qui, de facto, est efficace sur la prise en charge des patients. Voilà, moi je vous remercie. Je vais laisser la parole à Philippe, puisqu'on n'avait que quelques minutes. Mais je voulais remercier aussi Brigitte pour tout son travail pendant tout ce congrès sur la recherche. Ça a fait un très très beau travail et pour nous avoir amenés ici aussi dans cette salle. Merci. Bon, je ne sais pas où elle a trouvé la photo, mais c'est horrible. Alors, oui, je vais continuer. Alors effectivement, Brigitte vous a dit, il y a 3 jours, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse des diapos. Alors, c'est des diapos en anglais, mais j'imagine que tout le monde ici parle anglais, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans parler un petit peu anglais. Donc, voilà, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le papier qui est soumis, là. Le papier est soumis aux annales de rhumatologie, Annals of Rheumatology. Bon, c'est un
gros facteur d'impact, c'est 11, 11,5. Donc je pense qu'on va y arriver. Vous verrez que là-dedans, il n'y a pas, dans les auteurs, il n'y a pas simplement... il y a un chirurgien dentiste qui est Nicolas Picard, qu'on a décidé de mettre parce qu'il avait traité vraiment beaucoup de patients, plus que les autres. Donc ça, c'est... on a trouvé les sous parce que je voudrais vraiment insister sur le fait que si vous montez une association, il va falloir trouver du pognon. Non, mais ce n'est pas un détail de l'histoire, c'est l'essentiel de l'histoire. L'essentiel, ce n'est pas simplement d'avoir des bonnes volontés, ce n'est pas le monde de oui, la recherche, donc la recherche clinique. Donc, il faut trouver de l'argent. Donc là, on a eu des fonds par différentes... c'est une belle collaboration entre l'institutionnel et les compagnies. La société française, c'est vraiment incroyablement... société française de parodontologie, c'est incroyablement investi. Et là, je dois avouer, mais bon, on ne va pas faire le côté je te remercie, tu me remercies, on se remercie. Non, mais Christian a été extraordinaire parce qu'il n'y aurait pas eu d'études sans Christian. Parce que la recherche clinique aussi, c'est pas un truc intellectuel. On laisse ça au laboratoire. Non, c'est pas un truc d'intello, c'est un truc où vraiment il y a des... c'est un métier de plombier, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, il faut aller le réparer, etc. Et là, on a eu, avec Christian, on s'est très bien entendu et ça a fonctionné. Faire fonctionner de la recherche clinique, c'est compliqué. Donc, brièvement, on avait 2 groupes, un groupe contrôle, un groupe d'intervention. Et puis l'idée, c'était de voir si on faisait les bonnes pratiques, on arrivait à réduire ce qu'on appelle le DAS28 chez les polyarthrites rhumatoïdes, c'est-à-dire c'est un baromètre de la maladie. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai mis simplement deux tableaux au niveau des résultats. Parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement le résultat qu'on a eu ici. Bien sûr que ça nous intéresse, mais on va laisser ça aux rhumatologues, là, parce que Xavier m'a demandé, ils ont un congrès, il m'a demandé de ne pas trop dire ce qui devait se passer. Enfin les résultats, mais ce qui est très intéressant, et ça c'est extraordinaire, et ça va complètement dans le sens de cette session qu'a organisée Brigitte, c'est que on est efficace. On avait, il y a quelques années, sur la prévalence des parodontites, on avait monté un réseau Sentinelle. On avait essayé de monter un réseau Sentinelle. C'était un peu compliqué. Et là, on avait des chirurgiens dentistes. Et moi, je vous avoue franchement que compte tenu du nombre de chirurgiens dentistes, de souvent l'absence de calibration, ce qui est parce qu'on a été... Bon, il ne vous a pas tout raconté, mais on a eu quelques... personnes qui étaient calibrées, qui finalement ont dit « moi je ne fais pas parce que c'est du temps passé au cabinet dentaire et passer du temps... » Au début, on voulait indemniser à hauteur de 200 € chaque praticien. Ça s'est terminé à 50 €. Et c'est 1 heure à chaque fois. Donc, faut avoir du temps pour faire ça. Donc, j'étais très sceptique sur la qualité du résultat. J'étais très sceptique sur le fait qu'on pouvait avoir des résultats cliniques et microbiologiques, puisqu'on sait de la microbio. Eh bien oui, on a des résultats. On a eu tous les indices qui ont été réduits, et y compris, ça c'est les indices microbiologiques, on a eu une baisse de la charge. Et puis de tous les pathogènes. Donc, ça fonctionne. Donc, le message, c'est ça fonctionne s'il y a des gens qui sont hyper impliqués et si on a des sous. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, la conclusion, bah, quand même, c'est que l'hygiène orale, ça permet de diminuer la charge bactérienne, mais... on n'a pas eu de résultat sur la diminution de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on a eu 2 facteurs. Le premier facteur, c'était que ces patients étaient peu atteints en termes de polyarthrite rhumatoïde. Et le deuxième facteur, c'est que les patients sur le plan parodontal étaient peu atteints aussi. Donc, ce qu'il faudrait idéalement, ça serait de trouver, pour voir s'il y a une réelle efficacité, ça serait de trouver des patients très atteints de polyarthrite rhumatoïde et très atteints de maladie parodontale. La maladie parodontale sévère étant, vous le savez, non pas rare, mais ayant une faible prévalence,
et que la polyarthrite rhumatoïde, la prévalence est encore plus faible, on n'aura jamais ce type d'information. Voilà, je crois que ça, c'était les remerciements. Donc, on remercie beaucoup tout le monde. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous. Merci Brigitte de m'avoir convié. Il faut peut-être enlever la diapositive. Non mais Philippe Bouchard, je suis très fier qu'on me confonde avec toi. Et donc en fait, moi je viens de la recherche in vitro. J'ai été formé par Michel Degrange, et je vois quelques-uns parmi vous qui sont aussi de la recherche in vitro, je pense à Pierre notamment, Brigitte aussi d'ailleurs initialement. Et en recherche in vitro, on essaye de prévoir, on essaie de comprendre les mécanismes, on essaie de prévoir ce qui va se passer en bouche. Pour ça, on fait des simulations, on fait des modélisations. Et on essaye de dire aux praticiens, si vous utilisez tel matériau plutôt que tel autre, vous allez avoir de meilleures performances parce qu'on a simulé parfois même le vieillissement, on fait des vieillissements accélérés en faisant varier la température, la pression, enfin pas mal de choses. Et donc, réellement, on se pose la question de savoir si on est assez fiable dans cette évaluation prévisionnelle. En réalité, souvent, il y a beaucoup d'articles dans la littérature anglo-saxonne sur ce qu'on appelle le clinical relevance. Excuse-moi, Stéphane, si j'écorche encore le mot. Il se moque beaucoup de mon accent, Stéphane. Si. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'un résultat in vitro peut avoir une conséquence clinique vraiment fiable? Clairement, la réponse est non. Et donc, forcément, la recherche in vitro reste utile, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet. Mais forcément, je me suis tourné à un moment donné vers la recherche clinique. Et je me suis dit, il fallait vraiment que l'on ait quelque chose d'un peu plus fiable sur le plan prévisionnel. Et donc, il y a maintenant 12 ans, ou 13 ans, j'ai été me former à la recherche clinique. Donc, j'ai fait un DU de recherche clinique chez Michel Tixou à Toulouse. C'est là où j'ai rencontré Jean-Noël Vergne, et avec qui on a imaginé plein de choses. D'abord, on s'est aperçu des manquements de la recherche in vitro, on est tombé d'accord là-dessus. Et puis on s'est dit, c'est absurde ce qu'on fait en réalité dans la recherche institutionnelle classique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la recherche institutionnelle classique? On prend en biomatériaux des experts super forts, super brillants, qui mettent la digue comme vous ne pourrez jamais la mettre, qui passent 3 heures pour faire un composite. Et puis, on fait une étude et on s'aperçoit que les composites, ils tiennent 10 ans. Oui, et alors? Et alors, à quoi ça sert de savoir qu'un composite, il tient 10 ans entre les mains du meilleur expert qui met 3 heures à faire un composite à l'hôpital? Et donc, on s'est dit, avec Jean-Noël, c'est juste... Alors, c'est intéressant, bien sûr, parce que ça montre les possibilités maximales. Mais c'est les possibilités maximales. Et dire aux praticiens, faites telle thérapeutique, parce qu'on a un recul avec une étude contrôlée randomisée faite par les meilleurs spécialistes. Et en fait, Jean-Noël, tu m'avais expliqué à l'époque que c'est ce qu'on appelait des études avec peu de validité externe. Tu me dis si je me trompe. Peu de validité externe. Et on s'est dit, mais il faut trouver quelque chose qui soit plus proche de la vraie vie. De la vraie vie du dentiste. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre entre les mains de praticiens de la recherche clinique qui donnerait forcément probablement des résultats moins bons que ceux des experts, mais en tout cas plus crédibles. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on monte ces protocoles de recherche. Donc avant même d'avoir fait ce DU de recherche, là je ne t'en ai pas parlé, Brigitte, il y a une première étude qu'on avait mis en place avec des praticiens qui s'appelait Vivonlé, avec Ivoclar Vivadent, avec des séréquistes. Et il y avait 5 ou 6 praticiens spécialistes du sérec qui collé pour la première fois avec les premières colles auto-adhésives. On était au début des années 2000. Et d'ailleurs, ça ne marchait pas du tout, les premières colles auto-adhésives. Et d'ailleurs, on n'a jamais publié parce que le fabricant nous a dit qu'il ne faut pas publier. On était beaucoup moins organisés. On était beaucoup moins organisés que ce que tu es en train de mettre en place. Et puis ensuite, on a créé, suite au DU que j'ai fait, donc on était un peu on était un peu mieux formés. On a publié dans Dental Materials une très belle étude qui comparait, alors c'était très simple, mais à l'époque on voulait commencer simple, c'était l'influence du mordançage de l'émail lorsqu'on faisait des restaurations cervicales non carieuses.
Donc on avait une étude contrôlée randomisée. Sur le même patient, on avait une restauration témoin et une restauration sur laquelle on faisait varier le paramètre du mordensage. Et on a publié ce papier. Il y avait 6 ou 7 praticiens qui intervenaient. Ils étaient un peu rémunérés, mais très peu. Un peu comme vous, c'était de l'ordre de grandeur, mais ça a bien fonctionné. Et depuis, je m'étais confié régulièrement à Brigitte sur le fait que ça serait bien de faire ça, et on n'a jamais réussi à le faire parce que c'est compliqué à organiser. Et je suis très épaté par ce que Brigitte a réalisé aujourd'hui pour monter ce réseau. Je veux juste aussi vous dire que je trouve depuis longtemps que le milieu universitaire s'est un peu coupé du milieu libéral. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en réalité, la vraie vie, c'est aussi les libéraux. Hein, c'est vous. Enfin, il y a des libéraux, il y a des universitaires ici, mais c'est super important. Et donc, c'est une occasion rêvée. C'est une occasion rêvée parce que moi, je côtoie en permanence des libéraux qui me disent « Non, non, je ne veux plus remettre les pieds à la fac. Trop d'emmerdes, j'ai trop mauvais souvenirs. Mais par contre, ça me plaît. Ça me plaît, la recherche. J'ai envie de faire des choses avec vous. Mais je ne veux pas le faire dans le contexte habituel. » Et donc là, c'est une opportunité. Je me rappelle le premier jour où j'ai sorti ta diapositive recall que Marie m'avait donnée. Il y a Nathalie et Mathilde au premier rang. Elles me disent « Moi, je veux. J'ai envie de faire ça. » Donc il y a une volonté du praticien libéral de participer à la création des connaissances. Et donc aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc maintenant, ça existe. Donc bravo Brigitte. Merci. Moi aussi, Brigitte, je voudrais te remercier de m'avoir convié à m'exprimer ici et puis surtout également te remercier pour tous ces échanges qu'on peut avoir sur des projets passionnants. Et justement, c'est toi, par ces projets, qui m'a fait découvrir la recherche clinique. En fait, moi, je suis donc temps partiel, hospitalo-universitaire, et ça fait de moi quelqu'un en une espèce en voie de disparition. Et pour le moment, je résiste, je m'accroche, je suis là. Et ça donne une expérience qui est très intéressante, et en particulier justement sur ce type de projet. La recherche clinique, moi j'ai commencé évidemment à en toucher du doigt en tant qu'universitaire. C'était il y a 10-15 ans, j'étais dans l'équipe du professeur Claude Valentin. Il était assez précurseur et déjà il nous poussait à justement aborder les choses de cette manière-là, à sortir des laboratoires et à essayer d'étudier in vivo, dans la bouche des patients, ce qui se passait. Alors au début, on a fait quelques petites études, c'était des études d'observation, on rédigeait quelques fiches avec un certain nombre de critères et puis on était assez peu à essayer de compiler un petit peu tout ça. Et évidemment, c'était assez empirique et très vite, la recherche clinique, on a compris que ce n'était pas ça. Et tout ça, c'est beaucoup structuré avec des besoins de formation, comme tu le disais, Jean-Pierre. Alors, moi, je n'ai pas fait l'effort de faire ce DU de recherche clinique. Par contre, j'ai quand même été attentif, ça m'intéressait. J'ai été chercher des informations en tant qu'universitaire sur cette recherche clinique. Et un des éléments importants, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de freins. C'était compliqué. Les projets qui nous étaient proposés, la façon de les mettre en place, on voyait tout de suite que c'était une machine lourde, importante. Et moi, en tant que temps partiel, je me suis senti un petit peu démuni, privé d'énergie. Je n'ai pas eu la tienne pour porter ce style de projet. Donc, je n'ai fait qu'y toucher du doigt, mais à continuer à m'y intéresser. Et puis un jour, je vais remercier Hélène Fron, qui n'est pas là, mais qui a beaucoup œuvré également pour la recherche clinique. Et à l'occasion d'une conversation avec elle, j'ai découvert DECAT. C'était une étude magnifique qui était initiée par la discipline de biomatériaux. Et grâce à elle, j'ai pu m'intégrer. La carie profonde, vous savez de quoi il s'agit, l'étude DECAT, la carie profonde. Donc moi, en tant que discipline d'OCE, ça m'intéressait et on est parti sur cette étude. Et là, en rentrant complètement, en étant investigateur dans l'étude, j'ai pu vraiment apprendre sur le terrain et j'ai pu donc plus que toucher du doigt, mais j'ai pu plonger dans cette recherche clinique. Alors, j'ai participé en tant qu'investigateur au centre hospitalier de Charlefoix, auquel j'appartiens.
Et puis, j'ai aussi convaincu, parce que ça a été ça au départ, convaincu Brigitte qu'on pourrait éventuellement ouvrir un centre d'investigation privée dans mon cabinet. Et donc, moi, en tant qu'investigateur privé. Je me suis donc retrouvé à vivre cette étude, à la fois en tant qu'investigateur universitaire, hospitalo-universitaire, et à la fois en tant qu'investigateur privé. Nous sommes deux dans ce cas-là. Thomas qui va prendre la parole juste après. Et sur un plan privé, j'ai pu constater que d'abord c'était possible, puisque les patients adhèrent, les équipes s'organisent, les assistantes se prennent au jeu, les secrétaires également, et toute l'équipe au sein du cabinet s'approprie complètement le projet. Et c'est une vraie dynamique qui peut se mettre en œuvre. J'ai aussi constaté que ce n'était pas si difficile. Et après avoir franchi les 2-3 premiers patients, c'est le rodage du scénario pour la fluidité de l'accueil, des remplissages de dossiers et de la réalisation des choses. Ensuite, ça roule. Il faut passer cette première étape et puis ensuite, ça roule. Et je me suis même fait la remarque que c'était plus facile de s'organiser à mon cabinet qu'à l'hôpital. Et donc, ça en donnait une efficacité, une performance intéressante. Et puis, j'ai aussi évidemment constaté que c'était très formateur. On a un métier de thérapeute, mais aussi nous sommes des scientifiques. Et cette formation scientifique, là, revenait de plein fouet au sein du cabinet. Et pour se remettre parfois en question sur des protocoles, sur la façon de gérer les choses. Et peut-être paradoxalement, j'ai plus ressenti hors de ma sphère universitaire, au sein de mon cabinet, cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à un projet scientifique fort et intéressant. Et c'est passionnant. Et c'est justement ce sentiment d'appartenance à un projet scientifique qu'on voudrait partager avec vous, et je vous promets que c'est passionnant. Maintenant, pour ce qui se passe en vrai avec les patients au sein du cabinet, j'ai laisser tous ces arguments à Thomas. À toi de jouer. Merci.